Notre deuxième table, alors là effectivement ça a été juste évoqué en un mot, quantité, qualité. Et bien on va y être. L'eau, donc garantir la quantité sans sacrifier la qualité face au changement climatique. Bérangère Noguier, rejoignez-nous s'il vous plaît, notre vice-présidente déléguée à la transition écologique, à la biodiversité. On va avoir Corinne Lepage. Chère Corinne, je sais que vous nous attendez, donc on va débuter presque par vous. Thomas Pelt, venez, notre chef du service ressources en eau, milieu et fleuve Rhône à l'agence. Allez, je vous en prie Thomas. Sébastien Ferrat, venez aussi. Christian Chauvin, donc Sébastien Ferrat, notre directeur départemental des territoires et de la mer, et Christian Chauvin, ingénieur de recherche spécialisé en écologie aquatique à l'INRAE. Voilà. Donc là, on va avoir aussi un beau panel à la fois de scientifiques. On va avoir, ouais, nous avons notre juriste aussi avec Corinne Lepage. Bérangère, je vous en prie donc pour juste introduire la table ronde. Oui, alors je ne vais pas être très longue puisqu'on va essayer de rattraper le temps et puis surtout de laisser du temps à nos intervenants qui vont être beaucoup plus pertinents que moi. Mais juste pour introduire cette table ronde, l'idée, c'était donc... alors le département accompagne les collectivités, notamment dans l'amélioration de la qualité de l'eau sur les rejets, par exemple. Par contre, faut le dire, je crois que vous l'avez abordé, le département du Gard, c'est quand même un laboratoire en termes de pollution, oui, de ce qu'on peut trouver avec la pollution du Gardon via des rejets industriels. On a Perrier, vous en avez parlé, la commune de Lédignan dernièrement qui a fait parler d'elle également. La pollution, enfin je ne sais pas si le terme est exact, mais naturelle, on va dire, avec l'avancée du biseau salé qui vient dégrader la qualité de l'eau. Et on sait que le réchauffement climatique qui va diminuer la ressource va concentrer du coup ces polluants-là. Et donc c'est poser la question, même si notre démarche elle a plutôt attrait à parler de la quantité de l'eau, forcément qu'en filigrane s'est posé la question de la qualité. Et aujourd'hui, nous semblait important, voilà, de poser ce débat. C'est un enjeu majeur qui est complexe, parfois aussi, voilà, qui n'est pas politiquement correct. Donc voilà, ça nous semble important de pouvoir aujourd'hui en discuter avec des personnes dont c'est la spécialité. Grand merci à vous, Bérangère. Chère Corinne Lepage, alors ce que je ne sais pas, Corinne, c'est si... est-ce que là, vous êtes totalement à la minute? Est-ce qu'on vous prend maintenant ou bien Je suis là, je vous écoute depuis allez, un bon moment. On y va. Alors donc, j'allais presque... Enfin, gardoise de cœur, hein, chère Corinne, quand même, depuis et d'adoption, depuis 25 ans. Voilà, quand même. Ancienne ministre de l'Environnement, avocate aujourd'hui spécialisée dans l'environnement. Allez, on va se lancer avec vous. Garantir la quantité sans sacrifier la qualité face au changement climatique. Quel est votre regard donc à vous? Après, on verra avec nos amis scientifiques comment ça se passe. Mais pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet? D'abord, bonjour. Je suis très honorée, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et je regrette vraiment de n'être pas là physiquement et simplement de manière virtuelle. Je pense que la table ronde qui vient de s'achever l'a montré. On commence à prendre conscience de l'importance du sujet de l'eau. On a parlé de climat, on a parlé de biodiversité. Le sujet de l'eau, il est à l'intersection des 3 sujets majeurs auxquels l'humanité est confrontée, à savoir le climat, la biodiversité et, au passage, la santé humaine, qu'on oublie un peu et qui est quand même relativement importante et qui va l'être de plus en plus. Si je veux en croire le rapport qui a été présenté en janvier 2025 au World Forum, en 2035, le sujet de la pollution chimique sera le 4e risque planétaire. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu croissant. Et l'eau, elle est à l'intersection de ces sujets. Climat, vous en avez parlé, biodiversité, oui, et santé humaine. Nous avons un problème de quantité, dont vous avez parlé, et ce problème de quantité, il impacte celui de la qualité. Parce que moins vous avez d'eau, et plus les concentrations sont importantes. Donc on a un problème de qualité. Deuxièmement, je suis frappée de voir l'évolution relativement rapide des connaissances et des sujets. Le sujet PFAS, qui est un sujet qui intéresse le département avec Salindre,
il est venu sur la table, finalement, assez récemment, il y a 4-5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il était inconnu avant, mais presque. Et là, on est en face d'un sujet énorme, 12 000 molécules différentes qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas bien les conséquences sanitaires, en tout cas pour toutes, certainement pas, et dont on n'a aujourd'hui pas les moyens de se défaire, si ce n'est en filtrant l'eau. Voilà. Donc, nous avons collectivement à faire face vraiment à un enjeu considérable, qui est un enjeu sanitaire, mais qui est aussi un enjeu économique. Regardez les difficultés que le département, je vais rester sur le département, rencontre aujourd'hui avec Vergès. Et avec le constat que nous faisons à l'échelle de la France, que beaucoup de nos nappes, y compris les plus anciennes et celles qui sont considérées comme étant les eaux les plus précieuses, sont contaminées. Voilà. Donc, j'ai pas de jugement de valeur. Non, c'est un constat. J'ai pas à en avoir. C'est un constat et qui est assez sévère, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement. Mais très clairement, on a un passif qu'il va falloir assumer, et cela veut dire qu'il va falloir que nous réglions nos usages de l'eau, qu'ils soient individuels ou collectifs ou économiques, pour tenir compte de cette situation. Est-ce qu'on n'est pas, Corinne Lepage, dans une espèce de puits sans fond, encore donc un terme lié à l'eau, c'est-à-dire qu'on autorise plus ou moins, effectivement, quand même, pas mal à la fois des pesticides, mais pas que ça, on va dire de la chimie. On a le même problème avec le cadmium, hein. Ouais, je suis en train de travailler sur le cadmium, on a un énorme problème de cadmium en France. Oui. Donc, on est sur des injonctions qu'on va dire tout à fait paradoxales. Enfin, il est clair qu'il faut que nous arrivions collectivement à accepter de changer nos manières de faire. Oui. Mais on ne peut pas faire reposer ça uniquement, vous l'avez dit, et je pense que vous avez raison, sur c'est les agriculteurs. Ce n'est pas les agriculteurs, c'est un système global. Et donc, si on veut qu'il y ait des changements, que la transition puisse se faire également dans le domaine agricole, et elle est nécessaire, il faut trouver les moyens de financement. Il faut que nos agriculteurs puissent vivre normalement et convenablement. Ça veut donc dire de repenser complètement le financement de la transition agricole, et singulièrement dans la région Occitane. Ce n'est pas hasard si les mouvements ont démarré ici, oui, ça a commencé là. Il y a quelques mois. Est-ce qu'on est, enfin, je vais pas dire est-ce qu'on est capable de ça, parce que là, on est vraiment effectivement dans du choix politique. Qui va se mouiller, on va dire là-dessus, sur ce sujet, alors que c'est absolument nécessaire d'embarquer, évidemment, pas faire contre les agriculteurs, loin de là. On a besoin d'eux pour se nourrir, mais de les embarquer aussi, parce que beaucoup, moi, me disent, quels que soient les syndicats, ils me disent effectivement, bah, tu comprends, on a un modèle économique qui ne peut pas nous inciter à cela. Et donc, en plus, on a une concurrence, on va dire, qui est déloyale, etc., à l'extérieur, dans l'Union européenne ou ailleurs. Donc, voilà. Donc, comment on sort de cette nasse, quoi, pour que tout le monde s'y retrouve, et que à la fois donc l'économie s'y retrouve, donc le monde agricole en l'occurrence, mais enfin l'économie en général s'y retrouve, la biodiversité, on va dire, la nature s'y retrouve, et la santé aussi s'y retrouve. Parce que ça, quand on parle de joyeuses externalités, on est au cœur du sujet aussi, donc avec l'eau et la qualité donc de l'eau. C'est à moi que la question est posée. Oui, éventuellement, oui, c'est ça. Non, j'étais parti là-dessus, mais c'était voilà, parce que là, on parlait de quadrature du cercle tout à l'heure, mais c'est ce que vous disiez effectivement en préambule. L'eau étant donc. Écoutez, vous êtes un parfait connaisseur du sujet, peut-être mieux que nous tous autour de cette table. Vous pouvez rajouter une couche à tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'en plus on est en backlash. C'est-à-dire qu'on est en période de régression. C'est-à-dire que non seulement on ne faisait pas ce qu'il fallait, mais en plus on est en train de revenir sur ce qu'on avait décidé de mettre en œuvre. Ce qui est, sur le plan économique, à mon avis, insane, parce que ça revient à faire en sorte que les investissements que les uns ou les autres ont pu faire soient réduits à rien du tout.
Et de toute façon, il faudra le faire. Parce que le jour où on aura une eau qui sera en quantité totalement insuffisante pour tout le monde, et en plus totalement polluée, on fera quoi? Je vous remercie, hein, Corinne. Vous pouvez intervenir après. Voilà, cool. On va essayer de trouver des voies, hein, de sortie. Un peu. Pardon? Non, je disais, Corinne, effectivement, qu'on va essayer de trouver collectivement, ce qu'essaye de faire le département, donc des voies de sortie, parce que c'est quand même ça aussi. Christian Chauvin, alors à la fois hydrologue, biologiste, ingénieur de recherche, spécialisé en écologie aquatique, donc à l'INRAE. Voilà, qualité, quantité. On y va, s'il vous plaît, donc avec vous. Qu'est-ce que vous souhaitez dire donc sur ce sujet? Ouais, ça va venir, ça va venir. Ça va mieux que oui, ça. super. Oui, bah, c'est un sujet, bon, évidemment, très vaste. Alors, pour en dire quelque chose, moi, je pense que c'est intéressant, pour savoir où on en est et où on peut aller, de regarder un petit peu d'où on vient. Et pour aborder tous ces sujets d'évaluation de la qualité des eaux, etc., je trouve que c'est intéressant de regarder. Et en France, on a été pionnier dans le domaine, puisque dès les années 60, bien sûr, avec les premières lois sur l'eau, on a décidé que jeter toutes nos ordures dans notre pot à eau, c'était peut-être pas une bonne idée. Et même si à l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de quantité pour alimenter un petit peu tous les usages, on a commencé par arrêter et essayer de limiter un peu les pollutions les plus importantes. Et puis, on a été plus loin. En 92, on a décrété, on a annoncé que l'eau était un patrimoine commun de la nation, dans la deuxième loi sur l'eau. Donc ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'on passait juste simplement d'une ressource à un patrimoine. Alors patrimoine, là-dedans, il y a un peu tout, mais il y avait aussi l'annonce des écosystèmes aquatiques. La prise en compte de l'eau, pas simplement comme une ressource, mais comme un écosystème aquatique. Et ça, c'était vraiment un pas en avant qui était extrêmement important. Et puis on a continué avec les lois sur la biodiversité, etc., et en limitant et en fixant des objectifs de qualité. Donc on ne disait plus seulement il faut arrêter de polluer de façon trop importante, mais on fixait des objectifs de qualité. Et puis là, maintenant, avec la directive européenne sur l'eau, depuis maintenant une vingtaine d'années, on en est à se dire que toutes les masses d'eau doivent être en bonne qualité écologique. Sous-entendu, si elles sont en bonne qualité écologique, on pourra en faire un peu tout, à la fois conserver un patrimoine naturel d'écosystèmes, à la fois y puiser une ressource d'une qualité qui convient aux usages dont on a besoin pour les activités actuelles, pour le développement, et à la fois aussi un système qui sera le plus résilient pour pouvoir faire face aux évolutions qui sont de plus en plus rapides et dont on devrait globalement s'inquiéter vraiment très fortement, de plus en plus au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau politique maintenant, puisque là, ça relève de décisions et non plus simplement d'orientation ou d'options techniques. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 42% d'un bon état écologique des eaux. Si on fait une moyenne, on est à peu près là ou... Oui, un petit peu plus. Pas forcément du Gard. Enfin, l'agence de l'eau qui est en charge du reportage pourrait le dire, mais je pense que c'est aux alentours de 45% en fonction des types de masses d'eau et des bassins, etc. Donc là, ça recouvre énormément de situations différentes. Bien sûr, mais c'est intéressant. Et ce qui est important aussi, c'est que maintenant, on a l'évolution de l'approche, et on s'aperçoit aussi avec l'émergence de concepts comme les solutions fondées sur la nature, comme les services écosystémiques, dont on parle de plus en plus. Alors, ce sont aussi, pour l'instant, des notions relativement floues, qui sont annoncées, qui sont mises en avant, donc ça c'est une très bonne chose, mais qui demandent maintenant à être déclinées de façon beaucoup plus concrète, donc comme ça commence bien sûr à se faire un peu partout. Et les services écosystémiques, on s'aperçoit que, alors ça avec tous les aménagements hydrauliques qu'il y a eu depuis une cinquantaine d'années, on s'en aperçoit bien, ça a coûté très cher à mettre en place, ça coûte très cher à entretenir, et puis on s'aperçoit finalement que même pour l'objectif suivi initialement, ce n'était pas forcément une bonne idée et qu'on n'avait bien sûr pas du tout anticipé à l'époque, comme on l'a dit tout à l'heure, faire passer le plus d'eau possible pour l'évacuer. Maintenant, bien sûr, c'est contre-productif par rapport aux besoins actuels. Donc là, tous ces services écosystémiques, on s'aperçoit qu'on a vraiment un intérêt énorme à maintenir des écosystèmes aquatiques. On parlait de cycle de l'eau tout à l'heure, mais là, on va même un peu plus loin en intégrant l'aspect écosystémique, donc l'aspect biologique. Et là, on introduit une notion de complexité supplémentaire. Et là, on s'aperçoit que déjà, en considérant uniquement les contraintes actuelles
un instant T, qui est donc celui du jour d'aujourd'hui, on a à résoudre un problème un peu du type Rubik's Cube, avec des faces différentes, avec des mouvements, avec des couleurs différentes, des contraintes différentes, des acteurs différents. Et donc ça, déjà, c'est déjà pas simple. Et là, maintenant, on introduit une évolution qui est de plus en plus rapide, qui est de type exponentiel. Et imaginez que ce Rubik's Cube, il faut résoudre le problème avec des couleurs qui commencent à changer en permanence, une taille des cases qui est modifiée, des faces du Rubik's Cube qui se modifient aussi, et en plus avec un compte à rebours qui a commencé, où il faut arriver à résoudre ce problème mathématique assez vite et avant l'échéance, pour que tout se passe le mieux possible. On a une échelle du temps, évidemment, qui n'est pas évidente. On rajoute là-dessus, effectivement, des nouveaux indicateurs. Je ne sais pas si on aura le temps du tout de les évoquer, parce que là, on va essayer de tenir le temps. Mais qui ont été une demande, qui n'ont pas plu à tout le monde, effectivement, les nouveaux indicateurs pour effectivement détecter. L'épiphase, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est invité dans notre vocabulaire, dans nos assiettes et dans l'eau très récemment pour les gens. Peut-être pas pour les chercheurs, mais en tout cas très récemment, effectivement, dans l'opinion publique. Donc il y a une urgence évidemment pour l'évaluation, ça on le voit. Alors, des nouveaux besoins qui sont arrivés aussi, par exemple lorsque l'on parle des moustiques. Bon, voilà, ça c'est aussi. Donc après on est arrivé, donc il a fallu, on essaie d'éradiquer des moustiques comme on peut. Les transferts d'eau, alors ça c'est intéressant entre le transfert d'eau entre le Rhône, ça peut être valable aussi pour le Rhin d'ailleurs. Qu'est-ce que ça sous-tend aussi donc cette affaire-là par rapport à la qualité de l'eau? Oui, ben ça, on s'aperçoit qu'il y a tout un système. On raisonnait surtout par compartiment, oui, par ça, usage, silo, tous, etc. Et maintenant, on s'aperçoit que si on ne lève pas un peu le nez du guidon, pour voir, et de toute façon, ça nous tombe dessus, donc il faut bien qu'on le lève, le nez du guidon, pour voir ce qui arrive et voir d'où ça nous vient. Donc ces transferts d'eau, ça en fait partie. Donc avec les transferts d'eau, bon, au niveau biologique, on s'est aperçu qu'on a amplifié les phénomènes de transfert, de migration biologique et d'invasion biologique dans certains cours d'eau. Le Rhône en est un bel exemple, hein, avec des problèmes très concrets, d'ailleurs des problèmes techniques, hein, de colmatage, de grilles de prise d'eau pour les centrales nucléaires, etc. Et donc là, on s'aperçoit que... Alors, on arrive sur un autre concept maintenant, qui est celui que l'ONU a développé, qui est celui du One Health, comme ça a été développé en anglais, qui est la santé unique, voilà, la traduction donc santé du monde végétal, du monde animal, du monde humain. Voilà, et ça intègre maintenant les notions de santé publique, et ce qui est extrêmement important avec la montée en puissance de choses qui deviennent transversales. Alors on parlait de transfert d'eau, mais on peut parler aussi du problème des cyanobactéries, bien sûr, auxquelles toutes les collectivités maintenant, dans toutes les régions d'ailleurs, sont confrontées. Et là, on a des problèmes de santé. Alors, on a des problèmes de santé publique, mais aussi des problèmes, j'allais dire, de santé politique presque. Parce que quand on a la mort d'animaux de compagnie, alors pour l'instant, on n'a pas eu, à ma connaissance, de mort de personnes, mais il y a eu quand même des gros problèmes de santé extrêmement importants. Et encore, on n'entend pas parler de tous les cadavres de chevreuils, de sangliers, etc., qui sont trouvés très régulièrement, quelques dizaines par an sur certains cours d'eau. Là, ça devient un problème politique, bien sûr, à gérer aussi, et qui vient en plus du reste, et qui vient parfois en concurrence d'autres problématiques qui sont à gérer. Alors, donc, dans ce monde qui est une merveilleuse tapisserie de Pénélope, c'est-à-dire qu'on va refaire la nuit ce que l'on défait le jour, sur quoi on peut agir en fait? Parce que là aussi, il y a quand même des choses qui peuvent être relativement simples. Puisqu'on parle donc de la nature, moi je préfère employer le mot de nature que biodiversité, qui est un terme assez clinique. Bon, bref, c'est pas la même chose, je le sais, c'est le vivant, etc. Mais bon, prenons le mot de nature. Sur quoi on peut agir assez simplement. Lorsque effectivement le conseil départemental, qui est assez éclairé donc là-dessus, alors il gère les ENS, c'est-à-dire les espaces naturels sensibles, mais aussi donc les zones humides. Là vous vous dites, bah tiens, c'est là où on va quand même se sauvegarder, on va pas se les drainer une fois de plus. Donc, sur quoi on peut agir assez simplement en fait. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Le assez simplement me gêne un peu. Alors, vous avez raison. C'est comme tout à l'heure quand j'ai parlé d'île lisible, etc. Non, ok. La complexité, cher à Edgar Morin, notre voisin de Montpellier. Voilà, donc pas simplement. Sur quoi on peut agir? Sur quoi on peut agir? Je pense qu'il y a une ligne directrice. Alors après, sur quoi on peut agir? Bien sûr, il y a beaucoup de discours, il y a des livres qui sont faits là-dessus, il y a plein de choses. Il y a plein de leviers d'action. Mais de façon générale, une ligne directrice, c'est essayer de
reconstituer partout où c'est possible un fonctionnement qui est proche d'un fonctionnement d'origine. Alors fonctionnement d'origine, fonctionnement naturel, etc. C'est pas simplement parce qu'on aime bien la nature, parce qu'on est écolo, etc. C'est parce que c'est un fonctionnement qui est équilibré. Un écosystème, en fait, son fonctionnement vient c'est la résultante de toutes les forces qui sont en présence, de toutes les contraintes, et c'est un équilibre qui est extrêmement précis, extrêmement sensible et qui est dynamique, c'est-à-dire qui s'adapte en permanence. Et ça, l'adaptation permanente, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est même crucial actuellement, puisque des écosystèmes qu'on a simplifiés vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter. Et dans le cadre du changement qu'on connaît et qu'on va connaître de façon encore plus importante dans le futur. Simplifier, ça veut dire lorsqu'on a retiré des haies, par exemple. Lorsqu'on a retiré des haies, quand on a canalisé des cours d'eau, quand on a modifié les écoulements, quand on a fait des retenues avec des débits réservés qui étaient insignifiants, etc. On a des écosystèmes qui sont devenus pas incapables, parce qu'ils y arrivent toujours, mais dont la résilience est extrêmement limitée. Et si la résilience est extrêmement limitée pour ces écosystèmes, on retombe sur les concepts un peu plus généraux qui disent qu'on n'en tirera plus les services écosystémiques dont on a besoin. Donc là, on a vraiment intérêt à garder en tête en fait, ce schéma directeur qui est de pouvoir reconstituer le fonctionnement de l'écosystème. Et ne pas tomber dans le piège, d'ailleurs, de rechercher que les services écosystémiques qui nous intéressent. Bien sûr. Mais simplement avec le principe que si un écosystème est en bonne santé, il sera en mesure de nous offrir, enfin si on peut personnifier la nature, parce qu'il y a le côté qui n'a rien demandé, voilà. Qui n'a rien à nous offrir spécifiquement à nous, mais disons, on pourra en tirer le maximum de choses qui pourront nous être utiles. Donc ça, je pense qu'un schéma directeur, alors après, pour rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr, il faut regarder par usage, etc. Donc l'usage raisonné de l'eau en quantité, les problèmes de qualité. Alors les problèmes de qualité, comme vous disiez tout à l'heure aussi, on a de plus en plus de choses qui nous tombent dessus, simplement parce qu'on en regarde de plus en plus. Et alors, en tant que scientifique, on est confronté un peu au dilemme, c'est-à-dire qu'on nous demande toujours de mettre en place, d'imaginer, d'élaborer de nouvelles méthodes pour pouvoir doser, pour pouvoir évaluer de façon de plus en plus précise les choses. Et il y a un moment où ça ne fait pas plaisir à tout le monde, et on nous fait comprendre que c'est bien nos outils, mais finalement, non, on ne va pas les utiliser parce qu'on n'est pas forcément toujours capable de gérer les résultats de ces évaluations. Alors, sachant d'ailleurs que quand il faut une dizaine d'années pour mettre en place un outil, que ce soit biologique, chimique, etc., quand on commence à le mettre en place, on voit apparaître forcément beaucoup de choses. C'est-à-dire, plus on cherche, plus on trouve. Et on n'a pas fini de trouver, parce que quand on regarde tout le passé industriel ou d'activité humaine des 50, 100 dernières années, forcément, tout ce qu'on a utilisé ou produit à un moment ou à un autre, on va le retrouver dans l'eau souterraine, de surface, de mer, etc. Et ça fait peur parce que... Enfin, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il faut le prendre en compte parce qu'on n'est qu'au début, en fait, de toutes les découvertes, de tout ce qu'on va trouver et de tout ce qu'on va être capable d'évaluer. Si vous sauvez le paillasson ou la nappe phréatique, de toute façon, à un moment ou à un autre, on va effectivement le retrouver. Alors l'ANSES, c'est quand même extrêmement inquiète donc là-dessus, parce que là, ils ont peur aussi donc, d'une mainmise de la part du ministère de l'Agriculture, donc il faut le dire. C'est ça, et de leur dire, écoutez, vous êtes gentils, mais sur ces résultats-là, ça va être sympa, peut-être de pas non plus s'y intéresser aussi assidûment. Voilà, c'est ça, actuellement, ce que disait aussi Corinne Lepage quand elle disait de backlash, on est aussi dedans. Thomas Pelt, chef du service ressources en eau, milieu et du fleuve Rhône pour notre agence. Allez, on y va. Pour vous, effectivement, quelles sont peut-être les idées forces qu'il faut avoir en tête pour arriver à dialoguer, on veut dire, effectivement, sur le territoire. C'est peut-être dire une de vos idées aussi, enfin, le dialogue territorial, quoi. Donc... pour arriver à s'en sortir avec cette qualité, donc on le rappelle, garantir la quantité sans sacrifier la qualité. Oui, alors on a adressé pas mal de problématiques. On voit, on vient de rajouter, on a beaucoup parlé, même si c'était long du prix de l'eau, on a beaucoup parlé volume finalement dans la première partie de la table ronde. Là, on réintroduit la qualité, et donc ça réinterroge l'équilibre entre les deux, qui doit faire des efforts face à ces problématiques. Ce qu'on peut dire déjà en préambule, c'est que les solutions existent dans le domaine de l'eau face à des phénomènes dont on prend la dimension maintenant. Finalement, l'éventail des solutions qu'on manipule, c'est des solutions, l'essentiel, c'est des solutions qu'on connaît.
et même qu'on mobilise déjà. Et donc, une des premières questions qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de plus ou plus vite face à ces phénomènes de changement climatique. Et donc, au final, ça a aussi été un peu évoqué tout à l'heure, qui doit contribuer davantage à l'effort, qui en bénéficiera. Alors, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur la prise en compte du changement climatique dans notre politique de l'eau. On a été assez attentifs aux signaux des scientifiques sur les premiers résultats du GIEC qu'ils ont traduits dans le domaine de l'eau, régionaliser les modèles, etc. Et on s'est dit, par quoi ça passe? Donc il y a les solutions qu'on connaît. Et avec cette expérience, on voit qu'un des éléments clés, c'est effectivement le dialogue territorial. C'est-à-dire on ne s'adapte pas tout seul. Et le domaine de l'eau, c'est un domaine où le dialogue territorial, on a plein de cercles de dialogue territorial qui existent. On est le bassin Rhône-Méditerranée. On a aussi le bassin de Corse pour notre agence. C'est déjà un premier cercle. Quand on a fait le plan bassin d'adaptation dans le domaine de l'eau, c'est à l'échelle des grands bassins de tout ce qui arrive à la Méditerranée. Il y a un comité de bassin qui est multi-acteur. Certaines personnes sont membres du comité de bassin ici. Et d'autres de clés aussi. Voilà. Et j'allais y venir après sur l'échelle. Je parlais du grand bassin. On a déjà. En fait, le problème du changement climatique, c'est avoir de l'offre de solutions, on en a. Et en fait, il n'y a pas d'évidence partagée sur la nature des solutions. Autant sur la pollution. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est un constat aussi qu'on voit. Sur la pollution, vous pouvez faire l'expérience. Ouais. La pollution, je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est quoi la nature du problème, c'est quoi la nature du solution. Là où il peut y avoir débat, c'est qui doit payer et est-ce qu'on a la technique. Sur le changement climatique, c'est pas si évident l'expérience sur la nature du problème. On sait les phénomènes auxquels on doit se préparer, mais tout le monde ne voit pas le problème au même niveau, entre acteurs, sur un territoire. Et la nature des solutions, on peut même avoir des oppositions, en fait, sur les solutions. Une bonne solution pour une catégorie d'acteurs peut être une très mauvaise pour l'autre, et inversement. Monsieur le préfet l'a un peu évoqué, d'ailleurs. Et donc, face à ça, on a besoin de dialogue. Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. On a besoin de vision collective de ce qu'est le changement climatique, du coup à l'échelle du territoire. C'est finalement ce qu'a fait le département du Gard avec toute cette démarche construite sur le long cours pour à la fois partager les constats et puis du coup à la fin, l'important au-delà des constats, c'est qui va faire, qui doit agir, qui doit investir, qui va payer au bénéfice de qui. Et la notion de bénéfice, par exemple, autour des grands aménagements, on évoquait les grands aménagements du type de Aquadomicia. Au-delà de ce que ça coûte et au-delà de sa rentabilité, ce que ça interroge, et ce qui est mis en avant, c'est le bénéfice pour le territoire. C'est-à-dire ce genre d'aménagement qui, du coup, coûte et sont assumés en partie par des crédits publics, il doit amener des aménités positives pour l'ensemble du territoire, y compris dans sa dimension environnementale, sociétale, etc., économique. Et ça, pour pouvoir le poser, il faut un cercle de dialogue. Et on voit qu'avec le changement climatique, c'est finalement la première famille, premier niveau de solution qu'il faut investir. Donc je rappelle, il y a le comité de bassin, mais il y a effectivement les sages avec les clés, qui sont l'échelle locale. Et puis on a d'autres cercles qui interrogent des questions donc plus spécifiques. Les commissions locales de l'eau, pour ceux qui n'ont pas la traduction, parce que non, il y en a, ils sont très au point, mais d'autres, ça pas. Il y a aussi sur la question du partage de l'eau, les projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE, qui peuvent être d'ailleurs dans le cadre de SAGE. Plan territorial de gestion des eaux. Voilà. Oui. Et puis tout ça qui n'est pas réglementaire, on est bien d'accord, c'est pas du réglementaire. Non, c'est pas réglementaire. Ouais. Et tout ça croise d'autres cercles de discussion territoriale, qui sont les schémas d'urbanisme, Alors, de la discussion, savoir d'où on part, ça c'est évidemment extrêmement important, parce que on ne sait pas forcément très bien tout le monde qui prélève et quelle quantité. Il y a ça aussi qui est un peu une problématique qui n'est pas liée au Gard d'ailleurs. Enfin... Oui, ça, pour pouvoir aborder cette problématique du changement climatique, soit dans la dimension quantité ou qualité, il faut savoir, on prépare l'avenir, donc autant savoir d'où on vient. On se dit, on connaît quand même assez bien nos milieux et on voit avec le changement climatique, comme le changement climatique a la particularité de mettre en tension l'ensemble de problématiques qu'on considérait, qui fonctionnaient, quoi. Et on découvre des vulnérabilités. Et on découvre qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. L'exemple des prélèvements, c'est un bon exemple. On veut maîtriser davantage les prélèvements, préserver des usages préleveurs, mais du coup, qui prélève où? Et globalement, est-ce qu'il y a assez d'eau pour tout le monde? On se rend compte que dans un certain cas, c'est le premier pas. On a aussi l'équivalence sur l'aspect qualité.
l'exemple des PFAS, une problématique de santé publique qui apparaît, forcément, on revient au point de départ, c'est-à-dire où il y en a, d'où ça vient, quel est le niveau d'exposition finalement global, à la fois de l'environnement et in fine de l'homme. Donc ce volet connaissance est remis en avant, en exergue par le changement climatique. Oui. Bon, alors, tout ce que l'on ne consomme pas, évidemment, va nous rendre moins vulnérables. Ça, c'est le mot cher. Donc, Éric Servat, on l'a compris. Donc, le mot de sobriété, il est important. Ce qui est important, c'est de le faire. Le désimperméabilisation, justement, là, ça rentre un peu dans le volet des... Allons-y, parce que là aussi, ça a été un peu chaud, quoi. Donc, Oui, alors, on parle de sobriété et souvent le phénomène... Alors, sobriété... efficacité, efficience. C'était clairement un mot tabou jusqu'à maintenant. Hein. Ouais, et ce qu'il a mis sur le paysage, c'est la crise énergétique de l'Ukraine et politiquement, le plan haut du président, porté par le président en 2023. Il l'a prononcé. Il l'a prononcé, Ah oui. c'est un objectif. Là, on parle de quantité d'eau. Mais la sobriété, c'est intéressant comme concept parce que ça interroge aussi l'occupation de l'espace qui, derrière, a des conséquences sur la quantité d'eau et aussi la qualité à la fois de l'eau et des milieux et de la biodiversité derrière. Et donc, avec le changement climatique, on réinterroge notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, notre rapport de eau-sol, la manière dont on gère l'interaction eau-sol. La désimperméabilisation, c'est une première réponse qui d'ailleurs a très bien pris dans notre programme d'aide. On a commencé à ouvrir des aides sur la désimperméabilisation au début du 11e programme, donc il y a 6 ans. Et on peut dire que par rapport à ce qu'on avait prévu comme enveloppe et ce qu'on a dépensé en aide pour accompagner l'ensemble des territoires qui ont porté des projets, ça a été au-delà des espérances. Il a fallu réorienter nos orientations budgétaires. Donc c'est investi par les acteurs, ça. Mais monsieur le directeur général de l'Agence de l'eau, il a évoqué aussi. On a un peu le pendant dans le secteur rural, dans le secteur agricole, par rapport à toutes les marges de manœuvre sur l'interaction eau-sol. Et puis donc, quatrième point aussi important, c'est les investissements. Donc investissements lourds, c'est redimensionner donc, des stations d'épuration, des digues, etc. Enfin, digues, ça vous connaissez, avec le Rhône qui est derrière. Même si on sait très bien que dans pas mal de coins, on commence à lâcher de la terre, on sacrifie de la terre à la mer, hein. Ça arrive dans d'autres pays. Après, c'est très culturel. Donc vous allez avoir un peu plus de moyens, donc ça, voilà. Donc, un peu plus, oui. Ouais, on va dire que le 11e programme était contraint surtout, et qu'avec la crise, la sécheresse de 2022, et le plan eau, les moyens se sont redétendus pour les agences de l'eau, c'est vrai. Donc pour notre qualité, ce que vous pouvez dire donc là-dessus, c'est qu'il y a quand même quelques leviers, voilà, que l'on entend. Oui, il y a. Alors la qualité, historiquement, on avait, ça a été dit, dans la gestion de l'eau, on avait des objectifs de qualité depuis le milieu des années 70. Oui, c'est ça. Voilà. Les objectifs de quantité d'eau, finalement, c'est très récent. C'est-à-dire que la politique de gestion de l'eau qui se fixe une ambition collective de quantité d'eau. Il y a eu Adour-Garonne qui avait fixé dans son stage de 96 des premiers débits objectifs d'étiage. Et on va dire qu'au niveau national, ça s'est mis en place, et en tout cas c'était le cas chez nous, depuis le début des années 2000. Et c'est vraiment, on a ces repères-là depuis les années 2010, établis territoire par territoire. Et donc c'est très récent finalement. Et l'aspect qualité, et donc c'est notre champ d'action historique. Donc on a des solutions. Le changement climatique, il va venir réinterroger, encore une fois, l'effort de ce qu'on a fait. Donc ça interroge aussi le patrimoine station d'épuration. On vient de remettre aux normes. On envisage un traitement tertiaire ou pas, ou que même maintenant on parle de traitement quaternaire, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on envisage pour la réutilisation des eaux usées traitées. Et ce qu'on laisse au milieu malgré tout, qui est capable de diluer, effectivement, il y a cet enjeu de capacité de dilution dans un contexte où tout ça va évoluer. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, mais ça veut dire que cette incertitude, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Il faut l'anticiper. Ouais, c'est ça. Et on revient sur ce que je disais, le dialogue à l'échelle du territoire. Qui doit faire, qui est concerné par un objectif collectif. C'est une des finalités des démarches, c'est assez technique, mais c'est posé dans les SDAG, les schémas directeurs d'aménagement de gestion de l'eau. C'est les flux admissibles. C'est-à-dire qu'au-delà des autorisations individuelles qu'on donne à chaque rejet, on va se poser la question de l'acceptabilité du milieu à recevoir tous ces rejets cumulés. Qu'est-ce qu'il peut encaisser ou pas? Et donc là, du coup, on se met autour de la table. Ouais. On sait le faire pour partager l'eau. Ça fait déjà
une bonne décennie qu'on sait le faire pour partager l'eau, il y a un enjeu aussi à savoir le faire pour la gestion de la qualité. Bon, et ça va pas de soi, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas y arriver. Sébastien Ferrat, s'il vous plaît, prenez ce micro. Vous êtes le directeur de la direction départementale des territoires de la mer du Gard, pardon, des territoires donc de la mer du Gard. La prise en compte de la qualité de l'eau dans les actes administratifs. Qu'est-ce que ça dit, ça, aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment pris en compte ou pas là-dessus? Enfin, dites-nous un peu où on en est quand même. Alors déjà, je vais remercier comme le département de lancer cette opération. Parce qu'en 2018, quand vous avez lancé le diagnostic, en fait, le changement climatique, c'était pas une réalité pour tout le monde, quoi. Je crois que d'avoir lancé l'étude et d'avoir lancé ce forum aujourd'hui, je pense que c'est important. Juste par rapport à votre question et par rapport à vos propos introductifs qui est de dire qu'il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'on garde de l'espoir. Je pense qu'on a la chance déjà d'être en Europe. Oui. Bien vu. Et d'être en France, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, on a certes toute une ribambelle de cycles, une ribambelle de normes, mais en tous les cas, on a une directive code sur l'eau, on a une directive nitrate, on a une directive eaux résiduaires urbaines, on a une directive restauration de la nature. On a ensuite des déclinaisons par bassin. Il faut juste qu'elle ne soit pas détricotée, c'est pas vous qui non, mais on a donc toute une articulation qui peut être une contrainte, mais qui peut aussi constituer aujourd'hui une opportunité pour être des espaces de réflexion et des espaces justement de progrès par rapport à toutes les problématiques qu'on rencontre. Alors, on a effectivement dans les actes administratifs, mais tout à l'heure vous le soulignez, avec notamment la désimperméabilisation, on a aussi une démarche au niveau national qui est toute la planification écologique, pour laquelle aussi il faut souligner tout le travail qui a été fait par Antoine Pellion, qui s'est décliné ici localement, et là aussi les acteurs, les élus, tous les acteurs de territoire ont travaillé. Donc, en dehors des actes administratifs, il y a aussi des réflexions qui ont été conduites notamment sur les économies d'eau auprès des grands industriels, et pas que. On a des grandes cimenteries qui ont fait des efforts pour que l'eau, finalement, on ne l'utilise pas qu'une seule fois, on essaie de la recycler. Dans les actes administratifs que nous prenons, et si on revient à la question, la qualité de l'eau versus le prélèvement, forcément, dans les dossiers d'autorisation ou de déclaration que l'on va instruire, qui sont portés par des maîtres d'ouvrage, par des porteurs de projets, on va intégrer dans leur demande l'évaluation environnementale, l'étude d'impact qui va tenir compte du changement climatique, qui va tenir compte d'un besoin supérieur, certainement pour des consommations d'évapotranspiration, le ciel tout à l'heure avec 15%. Et l'impact aujourd'hui des prélèvements sur la qualité des milieux, elle est à plusieurs niveaux. Alors, on a parlé un tout petit peu du tourisme tout à l'heure, et la ministre soulignait la qualité sanitaire. On parle de la qualité des eaux de baignade. Demain, la qualité des eaux de baignade, si vous avez des débits de cours d'eau qui diminuent parce qu'on aura finalement des débits naturels plus des prélèvements qui vont conduire à réduire le débit au niveau des zones de baignade. Là, ça va réagir tout de suite. On aura des réactions du tourisme, tout de suite, donc de l'économie. Ça bougera tout de suite. Pour autant, on a déjà des problèmes aujourd'hui. On parlait du biseau salé, c'est Nicolas Mourlon qui en parlait tout à l'heure. On a des conséquences aujourd'hui immédiates. Et dans les stations d'épuration aujourd'hui, effectivement, quand on a un rejet à l'issue de la station d'épuration, on l'intègre dans le cadre de son facteur de dilution. Et ce facteur de dilution, aujourd'hui, il faut qu'on tienne compte des éventuelles variations de débit. Et monsieur le préfet, en introduction, il disait qu'il n'y a jamais de solution simpliste. À un moment donné, on a vu la réutilisation des eaux usées, réut ou réuse, ça dépend. Alors on se dit, ça c'est la solution idéale. Il va falloir qu'on autorise l'utilisation des eaux de stations d'épuration. Alors, il s'avère que dans le département du Gard, on a un cours d'eau qui, en été, est alimenté à 80% par la station d'épuration de l'agglomération de Nîmes. Alpes d'Haute-Provence, où j'ai fait à peu près le même exercice, voilà. C'est pareil. Donc vous parlez de réutilisation de l'eau, non, on est désolé, mais nous, la seule eau qui vient, c'est celle de station d'épuration. Voilà, alors non, mais c'est valable effectivement sur le littoral, sur différents points. Donc on va se lancer demain dans une réflexion à l'échelle des services de l'État et élargie à tous les partenaires, collectivités, établissements publics territoriaux de bassin, pour se dire quels sont finalement les cours d'eau dans lesquels, si on utilisait de l'eau de sortie de station, qui reste, alors qui a besoin d'être diluée pour être complètement traitée, mais si on prélève ces eaux en sortie de station et qu'on les utilise pour des usages actuels, c'est pas avec de nouveaux usages, mais des usages actuels pour enlever la pression sur une ressource qui serait une ressource plus pure, quelles conséquences ça a sur les milieux? Et aujourd'hui, on va essayer de faire une cartographie sur des cours d'eau qui supporteront éventuellement le fait qu'une partie des sorties de stations d'épuration. Donc aujourd'hui,
un des principaux sujets de préoccupation pour nous, c'est effectivement les pollutions diffuses d'origine domestique par rapport à la capacité du milieu d'absorber. On a aussi une problématique qui est celle des pesticides, de la rémanence aussi de ces molécules. Alors, bien entendu, il y en a qu'on cherche de plus en plus, donc forcément on les trouve, mais il y a cette rémanence-là. On a un gros travail à faire sur les captages prioritaires, parce que si on a une ressource en eau qui est de plus en plus réduite, ou si on on va dire exploite, ou si on exploite davantage une ressource en eau, on sait qu'on va avoir des phénomènes de migration qui n'étaient pas des phénomènes naturels, en fait, qui n'étaient pas des phénomènes d'équilibre entre les nappes. Les nappes, aujourd'hui, certaines fonctionnent en équilibre. Si demain on tire plus sur une nappe, on sait qu'on va inverser les flux entre différentes nappes et qu'on a des polluants qui viendront d'une nappe à l'autre. Et aujourd'hui, on a cité un exemple tout à l'heure que je ne reciterai pas, on demande une étude justement à un industriel pour faire un hydrosystème, pour voir comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on anticipe ces événements-là parce qu'on sait que les prélèvements, on aura davantage de besoins, des besoins humains, des besoins pour l'agriculture, on l'a souligné, des besoins aussi pour la nature. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est qu'on va être, pardonnez-moi, mais on va devoir baisser en fait notre niveau de prélèvement. Alors, il va y avoir une demande plus forte et supplémentaire, aussi bien du monde végétal qu'effectivement des habitants. Ça va être de l'ordre de plus de 15%, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bon, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être un petit peu moins, etc. C'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même moduler sacrément. En plus, en hiver, on ne sera pas forcément certain d'avoir donc de l'eau qui va tomber. Enfin, ça va être de façon très, très erratique. Enfin, sur les précipitations, c'est l'inconnu. Autant on sait que le réchauffement climatique, le coup est parti, etc. Donc ça, nos arrière-petits-enfants, de toute façon, le subiront. Bien, après, ils le subiront, mais ils peuvent aussi vivre. Voilà. On peut aussi être heureux, malgré tout, avec un climat plus aride. On pourra en parler, évidemment, cet après-midi. Mais comment on va faire? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous faut... On a un problème, on est très solutionniste en France. On a un problème, une solution. Un problème, une solution technique. Les solutions prises individuellement sont intéressantes. Après, ce qui est important, c'est que c'est l'ensemble de ces solutions qui va contribuer finalement à améliorer la gestion de l'eau. On parlait de la restauration des cours d'eau, de la capacité des sols à absorber et à restituer l'eau. Oui. Tout à l'heure, vous parliez des solutions possibles. Là, aujourd'hui, on a un travail notamment avec le PTB des Gardons pour prendre demain un arrêté de protection de la ripisylve du Gardon. Bon, la protection de la ripisylve, quelque part, c'est demain garder une fonctionnalité à la rivière, garder une fonctionnalité à ces milieux et à toute cette biodiversité ou nature, ça dépend comment on l'appelle. Donc en fait, ce ne sont pas que des actes administratifs sur des demandes d'individuels, mais ce sont des actes administratifs qu'on prend collectivement pour protéger, pour anticiper finalement, protéger la nature telle qu'elle est aujourd'hui, protéger les milieux, le fonctionnement du petit cycle et du grand cycle de l'eau aujourd'hui, mais en anticipant effectivement le fait que on aura des débits plus faibles parce qu'on aura des besoins supérieurs. Et effectivement, le sujet est complexe, mais l'initiative qui est prise aujourd'hui et globalement la chance que nous avons en Europe et en France, c'est de pouvoir avoir tous les acteurs autour de la table pour répondre à ces questions complexes. Thomas, peut-être Thomas Pelton. Oui, à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que quand on parle de changement climatique, il y a un peu deux niveaux de réponse possibles. Il y a tout ce qui relève de l'ajustement, c'est-à-dire en gros, quelle est la marge de manœuvre possible actuellement par rapport à notre histoire sur le territoire et ce qui s'annonce. Est-ce que ça passe? Puis après, il y a ce qui relève des renoncements. Alors, renoncement, ça fait mal. C'est forcément... En France, on a encore... l'espoir d'avoir de la marge de manœuvre avec les ajustements. Oui. Et c'est, je pense, c'est la première finalité de l'exercice par exemple, de mener sur ce département. Pourquoi? Parce que, alors si on parle de quantité d'eau, on a un héritage qui est basé sur le fait qu'on avait de l'eau. Alors, en abondance, le terme abondant, il est à prendre avec des guillemets. On avait assez d'eau pour ce que voulait en faire. Et donc, on a aussi... on ne s'est pas trop posé la question de est-ce qu'on avait besoin de faire avec moins d'eau. À la différence de ce qui était évoqué tout à l'heure, certains pays, eux, dès le départ, ils n'ont pas assez d'eau, donc c'est une donnée d'entrée. Nous, on n'a pas grandi avec ça, on va dire, dans notre manière de développer les usages. Maintenant, on doit s'y préparer, et donc on regarde nos marges de manœuvre, nos ajustements. Et puis après, il y a ce que nous profilent les scientifiques, avec notamment les résultats des projections climatiques, et là, ça fait peur. Mais en même temps, ce n'est pas une boule de cristal, hein. C'est ce à quoi on doit se préparer. Et on a un chemin. Les renoncements, c'est pas tout abandonner. C'est pas non plus dire aux agriculteurs arrêtez d'irriguer. Non. Voilà. Par contre, il y a des changements qui peuvent être spontanés. Il y a des changements qui peuvent être...
qui peuvent être investis. De toute façon, si jamais on ne fait rien face à des situations qui ne sont pas acceptables, le régulateur, c'est la crise. C'est ça. On l'a vécu avec 2022. Et on a beaucoup appris de 2022, notamment sur la question de la gestion collective, la gestion territoriale, pardon, des interconnexions entre petites collectivités pour l'alimentation en eau potable. On a découvert les endroits où, en gros, voilà, les voyants pouvaient basculer au rouge, alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Et ben, après, derrière, on a une réponse qu'on peut investir, soit en investissement, soit en partage. Alors là, ça peut être du partage de l'eau, ça peut être de la gestion en intercommunalité, etc. Et il y a aussi la question du réglementaire, qui, lui, accompagne une part de renoncement, hein, parce que, en gros, est-ce que tous les prélèvements cumulés autorisés restent acceptables ? Mais en tout cas, ça interroge l'effort collectif. Je reviens encore là-dessus. Merci à vous. Et c'est vrai que là, en 2022, par exemple, sur la Durance, sur le bassin de la Durance, ça a été le PTB, donc cet établissement, qui a réuni un petit peu tous les gens, qui ne se parlaient pas, enfin qui se parlaient peu, ils se connaissaient, mais enfin ils se parlaient peu. C'est-à-dire que le préfet du 04, je vais poser la question, est-ce qu'il avait le téléphone du préfet des Alpes-Maritimes, donc je dis ça ou du Var, pardon, parce que d'un côté, il y avait moins 25% sur l'irrigation, donc on faisait des efforts, hein, côté agricole, dans les Alpes de Haute-Provence, et en bas, on avait l'autorisation de laver à l'eau potable les yachts à Port-Grimaud. Bon, voilà, donc c'était ça. Et donc on a appris, effectivement, on a appris. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, gérer la rareté, c'est compliqué. Mais c'est faisable de gérer la rareté. Gérer la pénurie, votre présidente et n'importe quel politique le sait, c'est quasiment impossible. Donc un monde, effectivement, avec de l'eau en pénurie et un monde à 2,5 degrés ou 3 degrés de climat, je ne sais pas d'un point de vue démocratique ce que ça peut donner. Je n'ai pas... Voilà. C'est pas l'objet, si vous voulez, mais quand même, tout est lié. Je repartais effectivement sur le point de départ. L'eau devient l'obsession de nos sociétés. Le développement ne se fera que là-dessus. Avant, un élu vous disait, bah, tiens, on va se développer, on va faire ça, etc. Et tout. Oui, d'accord, mais et l'eau derrière. Et maintenant, c'est ça qui arrive effectivement sur la pile. Michel Serres, j'ai eu la chance de connaître, qui était un formidable philosophe des sciences, disait en fait, il me disait avec son merveilleux accent de Garonne, il me disait, tu comprends, la fin du pétrole, c'est compliqué, mais c'est pas la fin du monde. À la fin du pétrole, bon, allez, c'est 150 ans, quoi, à peu près. En revanche, l'eau, ça va être très compliqué, effectivement, si on en a beaucoup moins. Voilà. Il le savait parce qu'il a traversé sa Garonne à pied sec. Donc là aussi, il y avait une espèce de culture de l'eau. On vous remercie de tout cœur pour tout ça. Pareil, hein, on lance des pistes, hein, on n'a pas la prétention, une fois de plus, de tout dire. C'est pas vrai. C'est pas le but de ces tables rondes. Mais effectivement, de s'éclairer les uns les autres, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Alors attendez, bougez pas. Je vais poser la question. Est-ce qu'on a le temps de faire 3 questions ou pas? C'est vous qui voyez. C'est parce que là, Émilie. Bon, là, on est à peu près dans les temps. Mais, effectivement, on avait dit qu'éventuellement, si vous vous sentez de ne pas faire un monologue, bon, voilà, sinon je vous couperai. Voilà, alors on vous passe un micro. Je ne sais pas du tout si monsieur, vous avez... Voilà, on y va. On peut en prendre 2 ou 3. Ce sera de toute façon un peu frustrant. Belle invention, hein, monsieur, le monsieur Éventail qui a inventé ça. Absolument, madame. Ça, vous avez raison. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. Christophe Audouin, délégué régional de Suez et vice-président du pôle Aquavalais. J'étais content de voir mes collègues. Juste un point. Ce débat n'a pas lieu n'importe quand. Le débat n'a pas lieu n'importe quand. Le Premier ministre a lancé début mai des conventions régionales sur l'eau. Alors, il se trouve que j'ai participé, c'est la première qui avait eu lieu à Bordeaux, mais je trouve ça... D'abord, bravo au département pour le travail phénoménal qui a été réalisé. Et visionnaire. Ici. Oui, et 2, comment on peut passer à l'action, peut-être avec les conventions. Alors là, effectivement, là, Christophe, on n'a pas... Pardon, je répète. Oui, la question... Donc la question, c'est, le Premier ministre a lancé des conventions régionales sur l'eau dans tous les bassins, début mai, qui doivent atterrir à l'automne. Comment tout le travail qui a pu être réalisé dans le Gard peut s'inscrire dans la convention à Dour-Garonne? D'accord. Alors comment effectivement tout ce travail peut effectivement s'inscrire Je crois qui a envie de l'apprendre
Ouais, peut-être Béatrice. Ben, Bérangère, pardon. je Bérangère parle Noguet, en ce qui concerne le département, donc qui a porté la démarche, mais on va avoir un petit temps après, justement. L'idée, ça ne nous appartient plus, en fait. Et maintenant, il va falloir remettre tout ce travail-là aux décideurs aussi. Nous, on a notre part de décision sur nos compétences. Après, il y a tout un champ qui ne nous appartient pas, mais sur lequel on va bien sûr valoriser ce travail-là pour qu'après, il soit pris en main par l'ensemble des décideurs. On espère être suffisamment convaincant aussi sur la qualité de toute cette démarche. L'exemplarité, ça marche toujours. Hein. C'est-à-dire, je fais parce que tu fais, parce que nous faisons, même s'il n'y a pas une compétence haut directement donc sur le département, peu importe. Je veux dire que ça marche aussi. Je me permets de vous adresser. Je vous en prie, où êtes-vous? La mouture revue par le CRIGEN. Oui. Oui, chère Corinne. Allô? Allô? On en a entendu. Oui, je sais pas, non, mais est-ce que tu voulais intervenir ou pas? Enfin, voilà, je ne sais pas s'il y avait un petit mot. Je peux. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord, c'est un peu surréaliste. Non, mais bougez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, oui, on en a une, je vous en prie. On va voir si elle tombe sur vous, Corinne, ou pas, je ne sais pas. Bonjour. Non, j'avais 2-3 trucs à dire, oui, mais question bon. d'abord. D'accord. Robin Furestier, élu municipal à la commune de Barjac, dans le nord du Gard, délégué à l'assainissement. Vous saluerez Édouard Cholet. Donc, il est à côté. Ah ben Édouard, je ne l'avais pas vu. D'accord, ok, très bien. J'ai entendu parler de pénurie, du risque de la pénurie, du risque grave au niveau politique, au niveau humain et au niveau de la biodiversité. J'ai entendu parler des nécessités de ne plus évacuer l'eau vers les océans trop vite. Et j'ai été surpris d'entendre, je suis bien conscient qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'il y a des solutions à l'ensemble des questions concernant l'eau. Mais j'ai été surpris de voir arriver la question et le concept de réutilisation des eaux usées traitées assez tardivement et, à mon sens, un peu évacué comme pas une solution. Alors que quand on parle de la nécessité de restitution au milieu naturel, évidemment, on est conscient de tout ça et de la nécessité d'avoir une cartographie en fonction des cours d'eau qui sont en tension. Mais c'est évacuer le fait que dans la plupart du temps, dans la plupart des projets, la réutilisation des eaux usées traitées concerne un pourcentage très limité de la ponction de ce qui est restitué au milieu naturel. Et ça me fait revenir sur ce qui est le plus long à changer, c'est les mentalités. Et en fait, j'ai l'impression que ça donne un argument à ce changement de mentalité interdit où j'entends dire que quand on utilise les eaux usées traitées pour l'irrigation agricole, ben on va arroser les légumes avec de la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on entend. Donc il faut réellement intégrer comme solution, une des solutions, la réutilisation des eaux usées traitées, parce qu'on va être obligé d'y venir. Quand on aura l'été l'impossibilité d'arroser les légumes qu'on attend pour manger, et qu'on devra le gérer en urgence, ça ne sera pas possible. C'est maintenant d'y penser. Donc, Aude, effectivement, la réutilisation, c'est vrai qu'elle a été évacuée un peu vite. Moi, je vous parlais simplement des cours d'eau qui n'avaient plus de flotte, et là, que ce n'était pas possible. Mais à côté de ça, je vois déjà des expériences, même à Toulouse, etc., qui s'opèrent, qui peuvent être tout à fait valables. Donc, effectivement, on est d'accord. Royan aussi, ils sont dessus. Je ne sais pas, Thomas. Oui, je confirme. Alors, on l'a pas. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué de manière aussi directe, mais cette technique-là, elle fait partie des solutions, comme un certain nombre d'autres solutions techniques qui consistent à optimiser notre manière de gérer la ressource en eau. Donc le stockage en fait partie, le transfert, comme ça a été évoqué, ça en fait partie, la recharge artificielle de nappes, ça en fait partie, la réutilisation des eaux usées traitées. Moi, je pense qu'on a franchi quand même un cap sur la réutilisation des eaux usées traitées, celui psychologique que vous évoquez. Globalement, il y a une progression réglementaire là-dessus, sur l'opportunité à faire. On a accompagné depuis plusieurs années des expérimentations qui ont permis de consolider, investir l'optimisation des techniques. À la fin du fin, il reste quand même toujours, comme sur les autres solutions que j'ai évoquées, la question du coût et du bénéfice sur des solutions qui restent... il y a quand même une histoire de consommation d'énergie, il y a une histoire effectivement d'impact environnemental. Cela étant, c'est valable pour toutes les autres solutions que j'évoquais.
Et donc c'est bien, ça fait bien partie du paysage. D'ailleurs, dans notre programme maintenant, avant on finançait ça sous forme d'appel à projet, parce qu'en gros on ne savait pas qu'est-ce qu'était une bonne solution de réhute et une mauvaise solution de réhute. Cas par cas, c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est une aide qui est au fil de l'eau. On peut accompagner ça au fil de l'eau, parce qu'on a mûri collectivement sur la manière de monter ces projets. Oui, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va travailler justement une espèce de cartographie des cours d'eau et des stations d'épuration qui peuvent supporter cela. Hein, quand je prenais le cas de Nîmes, si on récupère toute l'eau qui sort de la station de Nîmes, on a un Vistre qui sera sec, quoi. Donc ça, c'est pas possible à un moment donné. Par contre, il y a d'autres situations. Aujourd'hui, on le développe. Alors, on le développe essentiellement sur le littoral parce qu'on sait qu'il n'y a pas un impact à récupérer l'eau de station d'épuration. Globalement, le facteur l'impact sur le fait que le rejet soit réutilisé pour d'autres usages est quasiment nul. Par contre, il y a sur d'autres cours d'eau, il faut qu'on regarde. Ce n'est pas qu'une solution simpliste, c'est-à-dire voilà, on le fait. C'est parmi le panel de solutions. Je vais juste en parler, comme vous êtes élu. Le débat qu'on a aujourd'hui sur la zéro artificialisation nette, le ZAN, ça ne parle pas d'eau a priori. Et pour autant, si demain on retire cette disposition qui est l'économie foncière, c'est donc économiser des terres qui vont avoir une fonctionnalité dans la gestion de l'eau, à la fois pour l'agriculture, pour la nature, et aussi, d'un point de vue purement pragmatique, pour les élus et pour l'aménagement du territoire, c'est autant de canalisations de moins à tirer. Donc cette solution de ZAN, qui a priori n'est pas une solution pour l'eau, à proprement parler, indirectement, si on détricote ce dispositif-là, après le législateur c'est son travail, et nous en tant que fonctionnaires d'État, on ne fait qu'appliquer les règles qui sont décidées par le législateur. Mais a priori, si on abandonne cela, on se rendra compte qu'on abandonnera aussi une façon de protéger l'eau de demain. Alors pour nos amis, à 12h15, on a fini. Donc ne vous inquiétez pas, dans 4 minutes, pour mon avis, on est bon. Car Corinne Lepage a un esprit de synthèse absolument merveilleux. Donc, chère Corinne, tu y vas, mais je veux dire, effectivement, tu essaies de faire court, parce que, comme tu as compris... Oui, non, mais je crois que tous les sujets ont été abordés. Réutilisation, on aurait pu parler aussi de la récupération des eaux de pluie, peut-être un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui, parce que c'est quand même très intéressant. Parce qu'il y a plein d'usages, y compris domestiques, où on peut utiliser l'eau de pluie, hein, très franchement. Si vous m'y autorisez, je voudrais dire 2 choses qui me paraissent être des voies de grande transformation. C'est le temps et la comptabilité. Le temps, parce qu'on est tous obligés maintenant de sortir de court terme et penser en temps long. Ça, c'est très important. Et je dirais que c'est quelque chose qui peut être accepté par tout un chacun. Parce qu'on parle de fin du mois, fin du monde, etc. Les gens ont des enfants et penser à eux, c'est-à-dire avoir le temps long, c'est aussi accepter une évolution dans la manière de faire. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure des changements de mentalité, c'est vrai que c'est ce qui est le plus dur. Temps long. Deuxième sujet, l'argent, la comptabilité. Je pense que tant qu'on continuera à ne pas prendre en compte les coûts externes de ce que nous faisons, on aura beaucoup de difficultés parce qu'on dira c'est infinançable. Mais en fait, quand vous prenez le coût exact de ce que nous faisons, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, que ce soit à notre niveau, à chacun d'entre nous, on se rend compte que ce que nous faisons finit par nous coûter extrêmement cher. Et donc, d'accepter de compter autrement et de voir ce qu'on dépense en dépenses de santé, au hasard, mais pas que, eh bien, c'est peut-être aussi accepter de mettre un peu plus d'argent sur certaines choses pour avoir des gains sur d'autres choses. Voilà. Et ça, je pense que c'est une révolution qu'on n'a pas encore faite. Vous savez tous aussi bien que moi que toutes ces méthodes, elles existent, la comptabilité CARE et autres. Ça existe, on n'est pas capable de les mettre en œuvre, mais très franchement, si on y arrivait, d'abord, ça permettrait aux gens de penser autrement et ça permettrait en fait de retrouver des marges de manœuvre dont nous avons tous besoin. Grand merci, chère Corinne Lepage, donc, pour ces mots.
tous nos errements, toutes nos maladies, etc., ça s'appelle les externalités. Ça ne parle absolument Oui. à personne. Vous voyez, donc c'est ça. Donc on se débarrasse de ça. Et voilà. Non, mais merci beaucoup, donc Corinne, effectivement, d'avoir allongé. Et merci donc, à la vous de fois le m'avoir temps, invité. mais avec joie et restez gardoise. Voilà. Donc. Oui, mais ça, il n'y a pas de danger. Est-ce Je que ne j'ai peux pas compris? changer mes habitudes. Non, il n'y a pas de raison. À très bientôt. J'ai Corinne passé Lepage. l'âge de changer mes Oui. habitudes pour ça. C'est ça. On est déjà à l'âge où on sait au moins ce que l'on ne veut plus.